Mais très sincèrement, c'est des idées, 2 personnes et un smartphone et hop, c'est parti, quoi. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Donc on va commencer du coup ce nouvel épisode du podcast Interaction. Aujourd'hui on est avec Philippe Dacosta. Bonjour. Merci beaucoup Philippe du coup de m'accueillir au sein des locaux d'Eurosport. Je pense que vraiment on va apprendre aussi plein de choses sur ce que tu fais au quotidien sur les différents réseaux sociaux. J'aimerais pour commencer du coup cet épisode que tu nous expliques un petit peu ton parcours, voilà, ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé du coup aujourd'hui à devenir responsable des réseaux sociaux pour du coup la chaîne Eurosport pour la partie française. Exactement. Je suis arrivé chez Eurosport il y a 13 ans maintenant en tant que journaliste. C'était ma première expérience. J'ai fini mon école de journalisme et le 30 mai et le 1er juin j'étais ici, j'étais titulaire. Donc j'ai eu une belle opportunité que j'ai saisie rapidement. J'ai pendant plusieurs années traité différents sports. J'ai été au départ détaché sur le cyclisme, ensuite sur le rugby pendant 5 ans. J'ai œuvré au lancement de Rugbyrama, qui est notre site rugby. Après, je me suis occupé du football. Et après, en 2013, j'ai fait une pause de 6 mois. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'ai fait une pause de 6 mois pour savoir si je voulais vraiment faire ce métier, si je voulais vraiment être journaliste et pour voir un petit peu autre chose. Je suis parti en voyage pendant 6 mois en Amérique. Et quand je suis revenu, on m'a proposé justement de devenir le community manager et d'être le premier community manager d'Eurosport, parce qu'il n'y en avait pas avant. Et j'ai accepté. J'ai accepté parce que je pense que j'avais le profil pour être le community manager. Parce qu'il n'y a pas que le sport qui m'intéresse. Et je pense que je suis un des rares chez mes collègues à avoir d'autres affinités que le sport. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, mon rôle a un petit peu évolué. Et aujourd'hui, je m'occupe... Je fais toujours du community management parce que j'aime ça et que j'aime participer aux soirées très chaudes de sport, de Ligue des Champions où voilà, ça bouillonne dans la rédaction et c'est ce que j'aime. Mais en revanche, j'ai un peu plus de temps aussi, je suis un peu plus détaché sur des projets latéraux, sur comment faire évoluer notre stratégie éditoriale en concertation avec la rédactrice en chef. Recruter des influenceurs et trouver de nouveaux moyens de faire vivre Eurosport sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus détaché, j'ai un peu moins les mains dans le cambouis, on va dire, qu'avant, même si j'aime bien de temps en temps y aller encore. Mais je suis un petit peu plus détaché aujourd'hui, j'ai une vision un petit peu plus large et un peu plus haute des réseaux sociaux ici chez Eurosport. Est-ce que tu pourrais aussi, pour commencer, dire un petit peu, je suppose que vous êtes en équipe Oui. sur la partie social media, comment cette équipe se compose, quel est le rôle à peu près de chaque personne au sein de cette équipe? Alors c'est un petit peu particulier parce qu'on est un média, donc du coup, j'imagine comme dans beaucoup de médias, les community managers ou les personnes qui sont en charge des réseaux sociaux sont souvent des journalistes de formation comme moi. Donc ici, on a fait le choix de laisser l'équipe social média au sein de la rédaction éditoriale, donc web, où j'étais avant. Ça ne change pas. Parce que comme ça, je suis au contact des journalistes et au contact de l'actu et c'est compliqué de communiquer si on est dans des bureaux différents et qu'il faut se parler et puis c'est du live, donc il faut être là, voilà, ensemble. Donc la rédaction compte 14 journalistes avec la rédactrice en chef, la rédaction web. Dans ces 14 journalistes, il y a moi et un autre community manager et ensuite on fait appel également à des pigistes pour aider sur le community management. Et à côté de ça, dans ce qu'on appelle le service un peu marketing de production, il y a 2 personnes qui sont en charge de coordonner toute la stratégie social média d'Eurosport à travers l'Europe. Puisque moi, je gère la partie France, les réseaux sociaux pour la France. Et ensuite, on a une stratégie aussi qui est plus globale, plus européenne. Et donc, ces 2 personnes-là font le lien avec tous les social media managers et tous les community managers dans les pays d'Europe, maintenant d'Asie, etc., depuis qu'on fait partie de Discovery. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer aussi du coup l'organisation de cette équipe, notamment peut-être sur une semaine ou sur, je ne sais pas s'il y a vous avez des réunions spécifiques ou s'il y a des temps qui sont prévus pour travailler sur certains points, peut-être au niveau du planning éditorial, est-ce qu'il y a des éléments particuliers de la semaine ou sur un mois peut-être? En fait, on se cale sur l'actualité
Et notre point hebdomadaire, en fait, c'est la conférence de rédaction. Donc le lundi, on participe à la conférence de rédaction avec les autres journalistes et à chaque sujet qui est évoqué, à chaque possibilité de papier, d'angle, on apporte notre vision social média. Comment, par exemple, si j'ai un collègue qui me dit moi je voudrais faire un article sur Messi, sur tel aspect de ce qu'il fait aujourd'hui au Barça, moi, mon rôle et le rôle des community managers, ça va être de réfléchir à comment vendre ça sur les réseaux sociaux, comment amener cet article-là sur les réseaux sociaux pour qu'il soit distribué, qu'il soit partagé et qu'il soit intéressant en fait. D'accord. Et Eurosport, du coup, Eurosport France, donc c'est déployé sur quasiment tous les réseaux sociaux? Alors, donc du coup, quand on dit Eurosport France, peut-être le préciser, c'est qu'il y a eurosport.fr, qui est le site web, et aussi Eurosport France, qui est la chaîne de télé, puisqu'on est aussi une chaîne de télé. Donc en fait, moi, je gère les réseaux aussi bien pour le web que pour la télé. Et donc le web, c'est la distribution des articles et des projets de la rédaction, et ensuite aussi faire la promotion des programmes de l'antenne et de nos droits, comme le tennis, Roland Garros, l'US Open, ou le Tour de France, ou la Coupe de France de football. Donc on doit aussi faire la promotion des contenus de l'antenne sur les réseaux sociaux. Ça veut dire Facebook, qui est quand même notre principale plateforme et notre objectif numéro 1, c'est Facebook. Twitter aussi, avec un compte Twitter. Instagram, un peu moins, et c'est géré par une agence extérieure pour l'instant. Pour l'instant, on a un compte Instagram qui est européen et pas par pays. Donc du coup, c'est publié en anglais? Donc c'est publié en anglais. Voilà, c'est publié en anglais, mais bientôt on va déployer sur chaque pays un compte Instagram particulier. On a aussi un compte Snapchat qu'on n'utilise pas à la rédaction et qu'on fait vivre lors des déplacements des journalistes, Insight, puisque c'est quand même plus intéressant d'avoir les coulisses des événements. Donc le journaliste fait des snaps quand il va voir PSG Real, ou quand on est sur les JO pendant 15 jours, il y a quelqu'un qui alimente et qui fait vivre les coulisses d'Eurosport. Donc il le fait en son nom, il le fait du coup sur le Snapchat d'Eurosport. Il le fait avec le Snapchat d'Eurosport, mais après il est identifié puisque c'est aussi, généralement c'est aussi notre journaliste qui fait les lives Facebook, donc il est quand même assez identifié. D'accord. C'est Martin Mosnier, et du coup il est quand même très identifié, mais il le fait au nom d'Eurosport évidemment. D'accord. Donc il y a Snapchat, et donc on a dit Facebook, Twitter, Instagram du coup qui va se déployer maintenant, vous allez peut-être l'internaliser. Exactement. Et aussi la partie Snapchat. D'accord. Comment tu vois aujourd'hui un petit peu l'évolution on parlait tout à l'heure en off en disant qu'il y avait beaucoup de nouveautés, que ça évoluait beaucoup les réseaux sociaux. Comment toi tu vois l'évolution peut-être aussi des plateformes et aussi peut-être aussi du métier que tu fais aujourd'hui? On parle souvent de la dimension entre au début tu as commencé, du coup tu étais community manager, maintenant tu as plus une dimension stratégique. Comment tu penses un petit peu qu'il va y avoir une évolution sur ce genre de métier, et, par exemple chez Eurosport? Chez Eurosport, je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'après, au-delà de community manager ou de social media manager, ensuite au-dessus, je sais pas trop ce qu'il y a, peut-être quelque chose qui n'a pas encore été inventé. Je sais pas comment mon métier. Si, je pense que moi, mon métier ou mon rôle aujourd'hui, il va évoluer dans le sens de faire plus de stratégie et de faire moins d'opérationnel. C'est-à-dire qu'à un moment, je ferai plus de community management du tout, et je serai dans une vision un peu plus globale où je ferai de la stratégie à moyen, à long terme, où j'essaierai de développer des projets annexes, ce que je fais déjà aujourd'hui, mais en parallèle du community management. Donc je pense que c'est peut-être le rôle, c'est peut-être différent dans d'autres entreprises, ou après, comme on est un média, c'est un peu particulier, mais peut-être que dans des entreprises, justement, le social media manager fait pas du tout de j'imagine qu'il fait pas du tout de community management, alors que moi j'en fais encore, et parce que j'aime ça, mais je pense qu'à terme, il faudra entre guillemets laisser la place aux jeunes aussi, parce que bon, je suis plus tout jeune non plus, et je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi de laisser la place, parce que ça peut apporter une vision nouvelle, et moi quand je recrute des pigistes pour m'épauler, j'essaye de faire en sorte que ces personnes-là soient des personnes assez jeunes et inexpérimentées, parce que je sais qu'elles n'ont pas la même vision que moi du monde, des réseaux sociaux, du foot, ou de ce qui intéresse aujourd'hui les gens. Et j'ai aucun problème aujourd'hui à m'en remettre à ces personnes-là quand je leur demande
est-ce qu'on dit ça encore aujourd'hui à ton âge, des choses oui, comme c'est ça. intéressant, ce que tu dis. Et ça, je pense que c'est très important au-delà de, même si ces gens n'ont pas vraiment d'expérience, ils apportent autre chose et un œil neuf. Et des fois, je me dis, ah bah oui, ça c'est génial. Et moi, j'y ai pas pensé parce que j'ai pas le même âge ou parce que j'ai pas les mêmes références que ces personnes-là. Mais je pense qu'à terme, oui, l'évolution ensuite, ça sera justement de pouvoir gérer ces personnes-là et de plus, moi, mettre les mains dans le community management. Et comment tu vois l'évolution du coup aussi de ces plateformes? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nouveautés, qu'il y a des... on parlait aussi tout à l'heure en off du fait que Facebook peut peut-être se poser la question aussi de faire 2 flux d'actualité, un flux pour les annonceurs, un flux pour notamment de tout ce qui est profil et amis. Alors a priori ça c'est tombé à l'eau. A priori c'est tombé à l'eau. Oui. Donc nous ça nous arrange. Ouais, oui, pour les annonceurs c'est sûr que on va pas se cacher, ouais. Nous ça nous arrange parce qu'avoir un fil ami et un fil page, je pense qu'on aurait perdu beaucoup en reach et en vue de vidéo. Et je pense que... Est-ce que vous, par exemple, Eurosport, peut-être ces 6 derniers mois, vous avez constaté des évolutions sur la façon dont vous avez communiqué ou peut-être les formats aussi utilisés pour vous adapter mieux, par exemple, aux plateformes sociales? Mais ça, c'est constamment en fait. C'est-à-dire que tous les 6 mois, pratiquement, je pense que notre stratégie, elle change parce qu'on s'adapte, parce que Facebook nous oblige à nous adapter et qu'on voit très bien qu'à un moment, il y a des choses qui coincent, qui passent plus et qu'il faut changer son fusil d'épaule et passer à d'autres choses. Donc, nous, tous les 6 mois, la stratégie, elle est revue pratiquement de fond en comble. Où on me dit, il y a 3 ans, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux ce métier-là, notre objectif numéro 1, c'était de faire du trafic sur le site. Ouais. Le site, il fallait renvoyer un maximum de trafic sur le site. Donc on est passé de 1%, parce qu'avant la page Facebook était inexistante et elle était principalement gérée par le service de communication. Et quand on a pris en main la page Facebook, on est passé à 20% du trafic quotidien sur le site qui venait de Facebook. C'était énormissime, c'était environ, je pense, 100 000 visiteurs uniques par jour. Donc c'était pas mal. Et ensuite, ça commence à baisser, 18%, 16%, 15%. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire autre chose. Et en fait, aujourd'hui, on a bien compris que Facebook n'aimait pas trop quand les internautes passaient dans d'autres plateformes ou sur d'autres sites. Tout ce qui est contenu externe. Et qui voulait garder les gens chez lui. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé notre stratégie. Et puis aujourd'hui, ensuite, on est passé à une stratégie sur la vidéo, pour faire un maximum de vidéos, de vues de vidéos, pour faire un reach plus important et pas forcément du trafic sur le site qui aujourd'hui a baissé. Et si je dis pas de bêtises, on doit être à 7, 8 ou 9% aujourd'hui de l'audience du site qui vient de Facebook. Mais en revanche, à côté de ça, on fait 30 millions de vues de vidéos par mois. Sur la page Facebook? Sur la page Facebook. D'accord. Hors site, ouais, vraiment hors site. On fait entre 25 et 30 millions de vues de vidéos sur Facebook. Par mois. Et c'est des vidéos du coup qui sont en termes de format, est-ce que tu peux expliquer les formats? C'est plutôt court? Oui, on a plusieurs formats. En fait, on a principalement des formats qui sont courts, même si aujourd'hui on va aller vers des formats plus longs parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on s'adapte et que Facebook aime qu'il y ait des contenus plus longs ou qui soient moins liés à juste du clic, du fake news, des choses comme ça, et qui veut que l'internaute reste et commente et soit un internaute de qualité, un fan de qualité. Tout à fait. Donc on va aller vers des vidéos un petit peu plus longues. Aujourd'hui, on est plutôt sur des formats courts qui sont soit basés sur l'actu, sur des portraits, sur des faits, sur des stats, des matchs, des choses comme ça. Après, on utilise aussi beaucoup nos droits vidéo à nous. Donc on publie beaucoup de vidéos sur Roland Garros. Je pense qu'on doit publier, je sais pas, 25-30 vidéos par jour, des points de match, de beaux échanges, des petits à côté. Et puis ensuite, on fait aussi des vidéos on-site pendant ces épreuves-là. Donc on a des journalistes qui sont dépêchés on-site exclusivement pour les réseaux sociaux et qui font des interviews de joueurs un petit peu décalés, des défis, des trucs très sociaux, que les gens aiment beaucoup et qui sont très rigolos, qui leur permet aussi de découvrir un autre aspect de Roland Garros ou un autre aspect du journalisme. Et donc on fait ça pendant Roland Garros, pendant l'Open d'Australie, pendant le Tour de France, mais avec des journalistes détachés uniquement pour ça. Et sur la vidéo, nous on mise aussi beaucoup sur le live, parce que Eurosport c'est quand même historiquement une chaîne où le live est très très important. Et sur Facebook, on a décidé aussi d'avoir du live et de mettre en avant nos contenus et surtout nos droits. Donc en fait, on a déployé des émissions. Au départ, une émission qui était une émission hebdomadaire qui s'appelle la Stream Team, qui était qui mélangeait un petit peu tous les sports. Aujourd'hui, elle est axée que sur le foot.
et c'est tous les vendredis à 17h. Et aujourd'hui, on a développé des émissions sur d'autres sports. Donc en fait, aujourd'hui, on va avoir une émission par sport, par jour, sur Facebook, en live. Le lundi, c'est Bistro Vélo, ça a commencé il y a un mois, sur le cyclisme. Le mardi, ça va être pour bientôt, ce sera le tennis. Le mercredi, ça commence à 17h aujourd'hui, c'est la première. Ça va s'appeler Moto Show, parce qu'on a les droits de la MotoGP en France. D'accord. Et le jeudi, c'est toujours Poulain Rafut pour le rugby, avec Raphaël Poulain, qui est un ancien international. Et voilà. Donc on a décidé de développer des formats propres à Facebook, à Internet, sur nos droits, nos émissions, avec nos journalistes qui sont des experts de leur sport, et pour aussi traiter de ces sports-là d'une façon un petit peu décalée, un peu plus ludique, même si ça traite de sujets d'actu très sérieux. Il y a des cadeaux à gagner, il y a des petits quiz, il y a des petits happenings un petit peu rigolos. Voilà, on essaye d'innover un peu. Donc le live, c'est quand même une partie très importante pour nous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est super intéressant de fonctionner, je pense, en termes de format. C'est une des clés aussi pour donner des rendez-vous quotidiens. Et juste sur la partie technique pure, pour faire les lives, du coup, c'est quoi? On est vraiment sur caméra, tout ça, ou c'est quand même fait... c'est du fait maison. Donc c'est fait que, par exemple, tout ce qui est smartphone, par exemple C'est uniquement tourné au smartphone. Bon, c'est un bon conseil aussi pour les gens qui se posent des questions aussi, vidéo. Aujourd'hui, avec un smartphone, je pense qu'on peut faire vraiment tout, plein de choses. Et très sincèrement, avec pas grand-chose, on arrive à faire des émissions vraiment bien, de qualité. Donc nous, on utilise un smartphone pour il y a un journaliste qui est derrière, un journaliste vidéo qui filme, enfin qui cadre, qui s'assure que niveau son, tout est ok, il fait un peu le chef d'édition, donc il passe les plats, il rappelle qu'il y a tel sujet à traiter, etc. Et ensuite, il y a le journaliste, un ou deux journalistes devant la caméra, qui fait son émission. Et on est... très sincèrement, pour une émission qui dure généralement, nos émissions sur Facebook, elles durent entre 30 et 45 minutes. Oui. Ça mobilise 2 personnes pendant l'émission. Et ça mobilise aussi un graphiste, parce qu'en fait, on a un graphiste qui s'occupe de faire des visuels, qui passe sur une télé ou qui passe à l'écran. Ah oui, j'ai vu sur l'affaire. Voilà. Ouais. Donc, ça mobilise aussi un graphiste pendant quelques heures pour faire des visuels sur les sujets, pour faire interagir les internautes avec... voilà. Mais très sincèrement, c'est des idées, 2 personnes et un smartphone et hop, c'est parti, quoi. Et on-site, on fait aussi du live Facebook on-site quand nos journalistes vont au match. C'est pareil, il est avec sa perche ou pas, il est avec son téléphone et c'est parti pendant 20 minutes. Il débriefe le match avec les internautes qui posent leurs questions et lui il répond, soit avant le match pour donner les compositions d'équipe, soit après le match si s'est passé quelque chose de dingue et qu'il faut débriefer avec les internautes. Donc en fait, le journaliste qui a vu le match, avant de faire ses papiers sur le match, avant d'aller en conf, etc., il sort du stade, parce que si on n'a pas les droits, on ne peut pas filmer à l'intérieur du stade. Il sort du stade, il lance le live Facebook, il communique avec le community manager qui est ici à la rédaction, qui lui dit « Ok, vas-y, tu peux y aller ». Et hop, c'est parti, et il répond aux questions des internautes. On est sans cesse en train de, toujours à faire une relation avec nos internautes, qu'on ait les droits, qu'on n'ait pas les droits, pour toujours garder une proximité et pour que on puisse leur répondre et que ce ne soit pas juste à travers les commentaires sur le site ou à travers les commentaires sur Facebook. Là, c'est en direct. On a fait venir des internautes ici pendant nos émissions spéciales. Quand on fait une émission spéciale de 6 heures sur Facebook pour la fin du mercato, ça dure de 18h à minuit. Donc, c'est du boulot. Et on fait venir des fans, on fait venir des gens, ils participent à l'émission, on leur dit de faire le petit jingle de début, ils rigolent, après on leur donne 2-3 goodies et ils sont contents de leur passage et ils ont rigolé, et nous aussi, et ils voient bien qu'on est, on est des gens normaux, on s'éclate, c'est tout en fait. Ah, puis ça, de faire aussi venir les gens, ça renforce aussi ce sentiment de communauté, très important sur la partie réseaux sociaux. Dernière question sur la partie live. Du coup, est-ce que ça a eu un impact, notamment en termes de reach sur Facebook, cette partie live, du coup, avec ces formats quotidiens qui arrivent là pour Eurosport? Est-ce que ça a eu un impact? Oui, je pense qu'on a gagné un peu de fans. Après, en termes de reach, je sais pas si... je pense qu'on a touché en fait des communautés qui étaient différentes parce que, par exemple, la communauté de moto, elle est très très forte sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et nous, on a les droits. Donc en fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse une émission rien que pour eux, c'est pas possible, quoi. Et du coup, je pense que là, on va réussir à toucher ces communautés qui d'habitude viennent sur notre site
pour voir de la moto ou qui sont des abonnés à Eurosport pour suivre la moto à l'antenne, mais qui en fait quand ils arrivent sur le site, il y a quand même beaucoup de foot, etc. Voilà, ou du tennis ou du cyclisme, mais pas tant de moto. Et je pense que là, du coup, c'est un produit spécialement pour eux et c'est aussi ça qui va nous permettre de toucher encore un peu plus cette communauté-là. D'accord, très bonne réponse. Je pense que vraiment l'idée de format, c'est vraiment, il faut que les gens retiennent ça. Pour moi, c'est primordial pour réussir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil à du coup soit une personne, une entreprise qui veut aujourd'hui se lancer sur les réseaux sociaux pour justement essayer de mieux saisir les opportunités? Alors une entreprise, je sais pas, un média peut-être. Je pense que la priorité quand même, c'est de connaître son audience. Si on ne sait pas à qui on a affaire en face, c'est un peu compliqué. Moi, je sais que notre audience, elle est très très jeune. De 13 à 25 ans, je pense que, par exemple, sur Facebook, je sais qu'on a 70% de nos fans qui ont entre 13 et 30 ans. C'est très très jeune. D'accord. Donc, on ne s'adresse pas à eux de la même façon qu'on s'adresse à nos internautes sur le site. On essaie de trouver un ton décalé, on essaie de trouver... on utilise les smileys, on utilise les emojis, on utilise l'humour énormément l'humour, parce que humour et sport, il n'y a rien qui colle mieux que l'humour et le sport. Donc, on fait des détournements, on fait des visuels, Sur Facebook, je fais attention à pas forcément vendre tout ce qu'il y a sur le site, parce que je sais qu'un papier très fouillé, une enquête qui va être quelque chose de très intéressant à lire sur le site, je pense que sur Facebook, ça va pas forcément intéresser les gens. Ils vont pas forcément s'arrêter, ils scrollent, ils regardent, ils voient que c'est une enquête, ils savent qu'ils vont pas passer 10 minutes à lire. En revanche, un bon visuel bien senti, une bonne vidéo qui dure 45 secondes, 1 minute, je sais que je vais les arrêter, qu'ils vont regarder, qu'ils vont partager ou qu'ils vont liker. Parce que je les connais, parce que je sais qu'ils ont entre 13 et 30 ans et que c'est leur mode de fonctionnement. Donc je pense que la première chose à savoir, c'est quand même qui est l'audience, comment elle fonctionne. Et ensuite, de se renouveler sans cesse. Et c'est très lié au journalisme, mais d'être très curieux de ce qui se fait, de ce qui change, de suivre toutes les nouveautés pour savoir ce qui va venir ensuite et pas attendre pour rattraper le wagon et surtout de ne pas se fermer aux changements et aux évolutions, parce que si sur Facebook vous faites quelque chose pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, au bout d'un moment les gens vont se lasser et en fait il faut faire autre chose, il faut avancer, il faut innover sans cesse, et c'est pour ça que j'adore ce métier. J'ai l'impression de faire, presque tous les jours j'ai l'impression de faire un métier différent, donc ça c'est génial. D'accord, ouais, c'est cette notion aussi de renouvellement. Je pense que c'est aussi primordial pour... d'innovation et de renouvellement tout le temps. C'est pour ça que c'est important aussi, et c'est le cas à vous chez Eurosport, que la partie social media soit vraiment aussi intégrée dans l'entreprise. Là, c'est le cas. Il y a beaucoup d'entreprises où parfois c'est un peu le parent pauvre, la partie réseaux sociaux. Il faut vraiment que ça soit intégré, que ça soit du RP, que ça soit comme ici sur tout ce qui est rédaction web, pour que vraiment on se recentre, qu'on soit vraiment au cœur des sujets. Moi, j'imagine pas faire mon métier en dehors de la rédaction. Déjà parce que j'ai été un membre à part entière de cette rédaction en tant que journaliste pendant 10 ans. Et si on me mettait dans un bureau à côté, ne serait-ce que pour communiquer, ce serait impossible. Moi, je regarde les matchs avec les gars le soir à la rédaction, et on regarde les matchs, et puis on travaille ensemble, et les idées, elles viennent comme ça. Et tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça vient pas que de moi, heureusement, quoi. Il y a la rédactrice en chef qui propose des idées, il y a son adjoint, il y a d'autres journalistes qui sont plus jeunes que moi, d'autres qui ont mon âge, mais qui ont aussi leurs idées. Et en fait, on mélange tout ça, et ça vient pas que de moi, ça vient de tout le monde. C'est ça qui est important, et les bonnes idées, elles viennent pas forcément que du community manager. Après, c'est à lui d'adapter et de savoir comment la vendre et comment la mettre en forme, mais toutes les bonnes idées, elles viennent. Moi, je sollicite sans cesse, même nos pigistes qui sont pas des membres titulaires. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as vu ça? Comment tu penses qu'on pourrait traiter ça? Évidemment. Je pense que c'est le cœur pour réussir. On a une équipe, c'est comme ça qu'on est plus fort. Est-ce que tu peux donner un exemple de bonnes pratiques peut-être que vous avez réalisées chez Eurosport pour la partie réseaux sociaux? Donner un exemple peut-être de fonctionnement un petit peu, qu'est-ce que vous avez mis en place comme étape et le résultat que vous avez réussi peut-être à obtenir, sans forcément rentrer trop dans les détails. Nous, on est parti de pas grand-chose, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'étais donc le premier community manager du site, donc moi, je ne savais pas grand-chose du métier. Ici, on ne savait pas grand-chose du métier ou des réseaux sociaux, donc on a un petit peu appris sur le tas.
Et en fait, au fur et à mesure, on a compris à quel moment publier, de quelle façon publier. Petit à petit, c'est venu. Ça change évidemment dans le temps. Mais on a établi quelques guidelines, entre guillemets, que j'essaie de répéter aux autres journalistes ou aux nouveaux qui arrivent en disant, voilà, nous on a remarqué que sur notre page, publier avant 10h du matin, ça servait pas à grand chose, sauf infos importantes dans la nuit, sauf Open d'Australie parce que décalage horaire, mais globalement, avant 10h du matin, ça servait pas à grand chose, on voyait qu'on n'atteignait pas beaucoup de personnes. En revanche, pendant les matchs, on est là tout le temps, tous les soirs, tous les week-ends. On a identifié où était notre audience, quand elle était là, et du coup, on a adapté notre stratégie à ça pour les publications, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et à contrario, sur Twitter, par exemple, quand j'ai pris en main le compte Twitter, on devait être à 90 000 followers, je crois. C'était il y a 3 ans et demi. On est à 1,5 million aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et je suis très fier de cette réussite sur Twitter, même si Twitter c'est pas vraiment un enjeu pour nous en termes de trafic, parce que ça rapporte pas vraiment de trafic, on va pas se mentir. En revanche, en termes d'image, c'est super important. Il faut y être, mais on a décidé d'y être différemment. Tous les comptes d'infos généralistes, de comptes de sport, tweetent les matchs de façon très sérieuse, en décrivant les actions, ou tweetent toutes les infos dès qu'une info tombe. Moi, je trouvais ça très chronophage, très compliqué parce que j'avais aussi d'autres choses à gérer et que, comme je disais, je gère ça, mais je gère aussi d'autres projets, des choses. Donc, j'ai pas le temps d'être sur Twitter uniquement. Donc, en fait, sur Twitter, on a décidé de faire avec parcimonie, mais de faire bien et de donner un ton au compte plutôt rigolo. Donc, moi, pendant les matchs, en fait, je tweete pas que Messi a tiré dans la lucarne. Je vais prendre un gif et puis je vais mettre un gif qui correspond. Quelque chose, je sais que les gens vont identifier comme Eurosport. Et des fois, j'ai vu des tweets passer en disant tiens, il y a machin qui fait comme Eurosport, maintenant qui fait des gifs. Et je me suis dit, voilà, là, on a gagné. C'est-à-dire que les gens ont identifié notre ton. Et en fait, on essaie de faire en sorte sur Twitter d'être rigolo, d'être là dans les bons moments, dans les moments où il faut, donc pendant les matchs, mais d'être là d'une façon différente des autres comptes. Et ça, je pense que c'est important, c'est de trouver son ton, de trouver sa marque de fabrique. Nous, on est très fiers d'avoir une patte Eurosport sur Twitter, que les gens identifient maintenant aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'on se démarque, en fait. Et d'être un petit peu taquin, d'agacer un peu voilà, d'être toujours un petit peu pas dans la critique, mais dans la moquerie. D'accord. Et c'est quoi les éléments du coup que tu préfères dans ton quotidien et ce que tu aimes un peu moins faire, en général? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Pas grand-chose. Aujourd'hui, j'aurais tendance parce que je fais ça depuis 3 ans, à privilégier tout ce qui est projet. Sur du plus long terme. Sur du plus long terme et qui me laisse plus le temps de travailler. Même si, comme je disais, j'adore être là, présent pendant les matchs, pendant les soirées importantes. Il est hors des questions que je ne sois pas là pendant la finale de la Coupe du Monde. Oui. Je demande à travailler pour la finale de la Coupe du Monde parce que je veux être là pour gérer ça sur les réseaux sociaux. Je vis pour ça, en fait. Mais en revanche, quand il y a moins d'actualité, je préfère être détaché sur des projets à plus long terme et voilà. C'est ce que je préfère aujourd'hui. Parce que je fais ça depuis 3 ans et que je pense que quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans le métier, il a peut-être envie plus d'être là dans l'action, dans le feu de l'action, alors que moi aujourd'hui j'ai un peu plus de recul, j'ai un peu plus envie de tranquillité entre guillemets ou de prendre plus de recul, tout simplement. Oui, avoir une vision plus panoramique aussi, Exactement. C'est ça, en mode projet. Et comme ce que tu disais, pour essayer aussi d'anticiper. Parce que souvent, les réseaux sociaux aussi, on a tendance à être un peu aussi à réaction. Vous, c'est aussi le cas sur des gros temps forts. C'est tout à fait normal. Là, c'est bien aussi pour pouvoir installer des formats plus longs, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur Facebook. On travaille déjà sur Roland Garros, qui est fin mai. On travaille déjà sur la Coupe du Monde, qui est dans 3 mois. Parce qu'on ne peut pas arriver à la veille de la Coupe du Monde et se dire qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va faire en fait. Donc on sait déjà à peu près ce qu'on va faire. Nos journalistes on-site vont faire une émission quotidienne sur Facebook en live depuis, pas Moscou, mais depuis là où les Bleus seront situés. Oui, sur le camp d'entraînement. Ouais. Tous les jours, une stream team en live Facebook. Si le réseau tient, on croise les doigts. Voilà, si tout ça fonctionne bien, parce qu'évidemment on est dépendant de ça.
Mais voilà, on va faire ça. Il y a 2 ans, pendant l'Euro, on avait travaillé avec le Zoo de Paris pour faire des pronostics avec un animal. On va sans doute recommencer aujourd'hui cette année aussi. Donc c'est des projets qui prennent du temps et qu'il ne faut pas prévoir. Et la partie live, c'est que sur Facebook? Parce qu'il y a le live aussi maintenant qui est déployé sur d'autres, quasiment tous les réseaux sociaux. Nous, le live, il est uniquement sur Facebook. C'est un choix, c'est notre priorité. Après, les lives, ils sont aussi relayés sur le site parce qu'on a un site qui est très très fort et on a un site qui est très fort aussi en, je ne sais plus comment ça s'appelle, en visiteur direct. C'est-à-dire que les gens tapent Eurosport parce qu'ils veulent aller chez Eurosport. C'est pas juste par Google ou par un autre biais. On a, je pense, 60-70% de notre audience qui vient parce que c'est Eurosport. Donc c'est important. Et donc du coup, ces gens-là, on leur offre aussi des lives qu'on offre sur Facebook. Sur le site, on les relaie sur le site aussi. Un replay en live. Un live directement, ok, d'accord. Il est incrusté dans un article, comme si c'était un article. Toutes nos émissions sont relayées sur le site. Mais pas sur Twitter ou pas sur d'autres réseaux type Periscope ou Instagram. Peut-être que ça viendra. Je pense que les lives sur Instagram, il va falloir s'y mettre très très vite parce que prend déjà un peu de retard. Mais quand on aura un compte français, je pense qu'on s'y mettra. Oui, vous aurez le temps de faire ça. Ouais. Est-ce que tu peux présenter aussi un petit peu les différents outils que vous utilisez au quotidien sur Eurosport? Ça peut être des outils pour de la programmation, si vous avez des outils spécifiques aussi pour peut-être même faire de la vidéo, du graphisme au quotidien. On a pas mal d'outils. Collaborer aussi. Pour nos lives, par exemple pour nos lives Facebook, on utilise Grabio, qui nous permet ensuite de faire Grabio. Grabyo. Qui nous permet de lancer nos lives, de faire du découpage, d'intégrer, par exemple pendant une émission, d'intégrer d'autres images, comme un vrai journal télé. D'accord. Donc c'est un outil très pratique. Moi au quotidien j'utilise TweetDeck, pas spécialement d'autres outils parce que je ne trouve pas ça nécessaire. Après on utilise Socialbakers. Plus dans un souci de statistiques, c'est pour nos amis des statistiques, c'est plus simple pour eux. Il y a tout, c'est un outil qui rassemble en fait toutes les stats. C'est un outil qui nous permet de poster sur Facebook, sur Twitter et qui du coup permet de rassembler les stats et les audiences en fonction des sports, en fonction des événements, en fonction des sportifs. Et c'est très pratique ensuite pour les personnes qui nous font nos stats de voir que football mercato, ça marche mieux que football Bundesliga par exemple. Mais au quotidien, j'utilise vraiment que ça. C'est très très simple, très basique. Et après, moi je trouve que Facebook, nativement, c'est très simple, c'est très facile d'utilisation et c'est pour moi plus réactif que de passer par un outil détourné. Et d'accord. Je peux pas me permettre d'avoir 10 secondes de retard sur un résultat de match. Ouais, c'est sûr. Alors, on disait pendant la discussion, si on arrive sur la dernière question, tu disais que c'était important d'être curieux, de toujours avoir un coup d'avance. Est-ce que dernièrement, là, tu as découvert aussi des choses ou des éléments qui ont du coup qui ont un petit peu, je dirais, attiré ta curiosité et qui vont peut-être faire l'objet de traitements futurs chez Eurosport pour la partie réseaux sociaux? Bonne question. Comme ça, je vois pas trop. Moi, je consulte sans cesse des pages aussi bien sur le métier comme blog du modérateur, par exemple, pour avoir les nouveautés, aussi bien techniques. Et en revanche, je consulte aussi évidemment ce qui se fait à la concurrence, ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait beaucoup aussi dans les sports US parce qu'ils ont tellement d'avance sur nous. C'est impressionnant. Après, sur quelque chose en particulier comme ça, non, je vois pas. Je pense que le live va prendre une place de plus en plus importante. Le live et la vidéo surtout. Oui, la vidéo vraiment natif, depuis le réseau social propre. Ouais. C'est l'année de la vidéo. Ça l'était déjà l'année dernière, mais je crois que 2018 c'est encore l'année de la vidéo. Après, si moi il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre en place ici, et je pense qu'on va le faire, c'est les podcasts. Ouais. Parce que c'est quand même je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant, moi je trouve. C'est parce que ça va être très compliqué juste avec du son pour nous qui sommes dans un milieu très visuel avec le sport, c'est très visuel quand même. Ça va être un peu compliqué, donc je peux pas trop en dire. Je sais qu'on va en faire.
Ça sera peut-être plus sous des formes de rencontres avec des sportifs, des choses comme ça, évidemment, mais je pense que le podcast, ça peut être pas mal pour cette année ou l'année prochaine. Ouais, le podcast, c'est un format qui va revenir nous, c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast. On pense que ça, sur la partie francophone, ça va vraiment revenir. De toute façon, c'est un format qui est très ancien, mais qui avait été surtout supplémenté, ça se dit pas ça. Supplé, c'est ça, par la partie vidéo. Ouais. Mais clairement, d'avoir un contenu aussi expert, vu que vous êtes expert de vos thématiques, ça peut vraiment aussi avoir un intérêt par rapport à ça. Seule contrainte, c'est qu'après, il ne faut pas que ça vienne aussi cannibaliser ce que vous faites déjà sur la partie visuelle, pure, vidéo. Non, je pense que ça viendra en complément. Et puis le podcast, c'est peut-être un peu comme le GIF en fait. C'était complètement dépassé à un moment. C'est revenu complètement à la mode. Ça a un côté un petit peu, je sais pas, presque vintage d'un magnéto en fait, quoi. C'est juste. Et je pense que ça peut être intéressant aussi à travailler avec des nouvelles techniques, avec aujourd'hui ce qu'on peut faire, d'avoir un son de qualité. Je pense que ça peut être très intéressant. Quand j'écoute les podcasts, des fois, de reportages ou d'histoires, il y a tout, c'est intégré, c'est un vrai reportage. Il y a des sons, il y a des interviews, il y a du commentaire. En plus, on se plonge dans le noir, on met des écouteurs, et puis c'est génial. On a l'impression d'y être, ça c'est super. Oui, non, c'est un format qui est. Et puis notre but c'est de faire passer des émotions à travers le sport. Donc ça, je pense que avec les sons, avec les voix, c'est un bon moyen aussi de faire passer les émotions. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver si besoin? On peut me retrouver sur LinkedIn. Voilà, Philippe Dacosta. Sur Twitter, j'ai un compte qui s'appelle Philippe. Venez me demander pourquoi ça s'appelle Philippe. Voilà, ça se finit comme Philippe, mais c'est SCH. Et voilà, puis c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Philippe pour ta disponibilité. Merci à toi. Je te dis à bientôt du coup, et le prochain temps fort pour Eurosport. Roland Garros. On se retrouve du coup pour Roland Garros. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouré. À bientôt.